Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour. On peut toujours vous appeler Estelle? Bah oui, toujours. Bon. Rien qu'à changer. Alors vous êtes, ça y est, maintenant députée, vous êtes allée vous installer à Paris. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez foulé de vos petits pieds l'hémicycle de l'Assemblée nationale une fois élu? Qu'est-ce qu'on ressent? C'était vertigineux. Je vais vous dire, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré de notre République, bien sûr, en laquelle je crois très fort. Et donc c'était très puissant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus petit que ça en a l'air, en fait, l'hémicycle. C'était la première fois que vous y alliez ou en tant que journaliste? En tant que journaliste, j'étais déjà allée à l'Assemblée, mais en fait, c'est un lieu, l'hémicycle, où on n'a pas accès. La presse, c'est très difficile d'avoir accès à l'hémicycle. Donc moi, j'étais déjà allée à l'Assemblée au Palais Bourbon, mais la salle des 4 colonnes, là où on fait les interviews, et pas dans la partie qui est réservée aux parlementaires. Autant j'adore visiter les musées, autant j'étais jamais allée visiter le Palais Bourbon, donc j'étais pas rentrée dans la partie qu'on peut peut-être visiter pendant certaines périodes où c'est pas en session. Et donc non, j'étais très, très impressionnée et très fière. Vous êtes installée où? Je suis dans la partie qu'on voit pas à l'image, je suis vers ici. D'accord, tout en haut. Ouais, tout en haut à droite, on est centre droit avec le groupe Territoire Liberté Outre-mer, un territoire indépendant. Territoire Liberté Indépendant Outre-mer, dans cet ordre, LIOT, voilà. Ça s'appelle LIOT. Et comment dire, on est donc dans l'opposition constructive, mais plutôt divers droite. Alors justement, comment ça s'est passé? Comment vous avez décidé? Parce que vous partiez, je dirais, novice, c'est-à-dire oui, avec beaucoup de convictions, mais peu de certitude en réalité. Et puis je pense que la réalité vous rattrape très vite une fois que vous arrivez. Comment vous êtes passé de Estelle Youssoufa, présidente du collectif des citoyens de Mayotte, à députée inscrite au groupe LIOT? Je suis passée quand le préfet, Suquet, m'a transmis une lettre de félicitations du président de l'Assemblée nationale le dimanche de l'élection, le soir. Juste après les résultats, il est venu me les donner place de la République où on était en train de fêter la victoire. Comment dire, le lendemain, j'étais dans l'avion pour Paris et mardi matin, j'étais à l'Assemblée pour en fait entamer des discussions avec ce groupe. C'est eux par hasard, qui vous ont approché? Ils m'ont contacté dès l'entre-deux tours. Donc ils avaient la certitude que j'allais gagner, alors que moi j'étais dans ma campagne. Donc ils m'ont appelé en disant on veut de vous dans notre groupe, etc. Et je dis laissez-moi gagner l'élection et puis après on en reparle. Et le lundi matin, ils m'ont rappelé en disant quand est-ce que tu arrives à Paris? Et j'ai dit il faut que je trouve une place d'avion. L'équipe de Mansour m'a très gentiment pris un billet pour m'aider à partir le plus vite possible. Et en fait, mardi, j'allais pour les discussions politiques. Et il m'a dit allons à l'Assemblée, ce sera plus simple pour discuter. Et là, en fait, dès que vous arrivez dans l'enceinte du Palais Bourbon, j'étais accueillie par une aide d'huissier. Et c'est toute la machine du Palais Bourbon qui se met en marche pour vous accueillir. Et j'ai passé une semaine à faire des papiers et à tout organiser, à recruter mon équipe. Donc on est 3. Il y a Iria Abdallah qui est ma référente à Mayotte. Et puis il y a Sylvie et Édouard qui sont à Paris. Sylvie Bourras a travaillé avec les députés polynésiens. Donc elle connaît très très bien la machine ultramarine au niveau des ministères. Et Édouard Meunier travaille sur les questions législatives et donc lui connaît, comme Sylvie, très bien le fonctionnement de l'Assemblée et les textes. Donc avec cette équipe, ces 3 personnes, Iria Abdallah, elle est spécialiste de l'eau et de l'environnement, elle connaît très bien l'administration préfectorale ici et elle travaillera ici. Je pense qu'on n'est pas assez de 4 à travailler à plein temps pour Mayotte et c'est à ça que me sert le budget qui m'est alloué pour recruter une équipe. Donc ça a été ça, du recrutement, faire tous les papiers. Votre permanence ici, vous l'avez déjà? On n'a pas encore trouvé la permanence et j'ai pas encore mes bureaux à Paris. Donc vous voyez, c'est encore. Alors qu'on est déjà au travail. On travaille sur la loi pouvoir d'achat.
choisi la commission des affaires étrangères, la commission des affaires européennes, on a déjà commencé. Mais alors, Estelle, comment on travaille quand on est député de Mayotte avec un groupe qui contient ou dans lequel siègent comme vous des députés qui viennent d'autres territoires? Prenons la loi sur le pouvoir d'achat, puisque quand on préparait cette émission, vous me disiez que vous étiez au travail pour décortiquer chaque texte et comprendre quels étaient les impacts des articles pour nous ici à Mayotte. Mais comment un groupe va à la fois vous aider à faire ce travail pour Mayotte et puis aider, puisqu'il y a des députés corses, et aider les parlementaires corses à faire le point? Alors en fait, moi j'ai choisi mon groupe parce qu'on a la liberté de vote. Donc, et j'avais dit sur les questions, moi je voterai pour Mayotte. Donc quelle que soit la couleur politique, s'il y a des avantages et des avancées pour Mayotte, je voterai. Je suis sans étiquette politique pour avoir cette liberté. Oui. Et j'avais fait le pari qu'il y aurait effectivement une assemblée morcelée, que le président n'aurait pas sa majorité, ce qui est la situation dans laquelle on est, et que donc chaque voix compterait. Et on est dans cette situation où le gouvernement doit négocier texte par texte. Est-ce qu'il pourra le faire? C'est un autre sujet, mais c'est l'ambition qui a été aussi, et la méthode annoncée par Madame Borne. Moi, ce qui est la richesse de mon groupe, qui est un petit groupe qu'on n'entend pas beaucoup, ça je le concède, c'est une partie d'élus de l'Est de la France. Il y a un Breton, il y a des ultramarins, donc mon collègue de Saint-Pierre-et-Miquelon, une collègue de La Réunion et des Antillais, et en fait, et les Corses. Et donc on a, sans parler des hexagonaux, mais en fait ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on a des problématiques ultramarines communes, oui, ou des problématiques insulaires communes. Et donc on voit quelles sont les réponses, soit qui ont été apportées de manière spécifique, soit les réponses qui ont été prises par leur conseil, leur collectivité locale, soit les réponses que le gouvernement a offert à leurs doléances. Et donc pour moi c'est très utile parce qu'en fait c'est la mise en commun de certaines expériences. Un groupe, en fait, on a des réunions hebdomadaires où on discute, donc c'était pour moi hier matin. Donc vous le faites en visio? Là je l'ai fait en visio, ouais, sinon on est tous ensemble. Et ouais, en fait, on expose l'ordre du jour de la semaine et on prend nos points de vue et nos expériences et nos contributions. Et donc c'est un moment de débat. Par exemple, hier j'ai évoqué le prix du container qui a explosé pour Mayotte. Et donc on est en train, là on a un groupe sur Telegram, on échange nos informations, un groupe WhatsApp. Et on était en train de il me demandait quels étaient les prix pour nous, pour comparer avec les prix qu'ils ont, par exemple, aux Antilles ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon, le sujet pour eux, c'est un territoire où il fait froid, c'est le prix du fioul à venir qui va exploser pour situer, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est à côté du Canada, les hivers, il fait moins 40 et ça dure 6 mois. Donc, les questions de chauffage sont encore plus cruciales que nous et la clim. Et donc, oui, parce que la clim, dans le pire des cas, on peut s'en passer. Voilà, mais eux, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'eux vont faire face à l'explosion du coût du chauffage? Et donc, on travaille ensemble. Pour moi, c'est très enrichissant. Et j'arrive aussi à expliquer quelles sont les spécificités de Mayotte, quels sont nos besoins. Et avoir un groupe, ça permet de pousser des sujets ensemble, donc de déterminer des positions communes. Estelle, 16 députés, ça veut dire 16 personnes qui peuvent voter différemment? On essaye d'avoir un maximum de votes communs. On débat pour peser, et ça fait l'objet de nos discussions. Et puis, comment dire, sur les sujets où on n'est pas d'accord... chacun vote comme... Voilà. Mais effectivement, on pèse. Ça veut dire que comme on a un président de groupe, notre président Pancher a été reçu par la Première ministre Elisabeth Borne. Ça veut dire plus d'accès au gouvernement. Ça veut dire plus de temps de parole dans l'hémicycle. C'est très important. Vous avez déjà fait votre première prise de parole? Pas encore, probablement assez rapidement. Parce qu'en fait, comme c'est un petit groupe, la parole tourne plus facilement aussi. Bien sûr. Non, ça a pas mal d'avantages. Moi, vous savez, je suis
tout ce qui est petit et mimi. C'est pas la taille qui compte, c'est la force de la voix. Et je pense que c'est... Non, j'ai de la chance de faire partie de ce groupe. Moi, j'en suis très, très contente. Vous êtes revenue ce week-end? Oui, pour le 14 juillet, pour participer au 14 juillet. Oui. Qui aura lieu donc demain. Oui. Estelle, quand vous êtes partie, vous veniez de gagner, donc vous étiez encore l'Estelle qu'on connaissait tous. Alors vous allez me dire, je n'ai pas beaucoup changé, mais juste maintenant vous êtes députée. Quand vous êtes revenue ici, comment vous avez fait pour gérer les choses? Parce que quand un député, que ce soit Estelle ou une autre personne, vous avez une position maintenant dans la société mahoraise qui est différente par rapport à avant. Quand vous allez voir le préfet, c'est plus la présidente du collectif qui y va, c'est le député qui siège là. Comment ça s'est passé votre retour? Ça a dû être différent par rapport à avant. Moi, j'ai été accueillie, ce qui est très touchant et qui m'a beaucoup honorée. Quand vous êtes revenue? Quand je suis revenue, j'ai été accueillie, comment dire, par les soutiens et par la famille. On a fait une réception à Pamandzi et puis place de la République, mais moi, pour moi personnellement, intimement, rien n'a changé. Mes convictions restent les mêmes. C'est juste que les moyens d'exercer et de donner de la voix sont plus importants, officiels. Donc ça me donne une assise différente. Mais pour moi, le sujet, c'est d'être au travail, au service des Mahorais, nuit et jour, et c'est ce que je fais. Donc je suis arrivée, effectivement, le défilé n'est que demain. Et je suis arrivée samedi pour pouvoir faire les rendez-vous officiels et prendre mes fonctions ici. Voilà. Donc prendre tous les contacts avec les acteurs à Mayotte, officiels, et la société civile. Donc la police nationale, la gendarmerie. Hier, j'étais avec le préfet. J'ai rencontré le directeur du CHM. J'ai des discussions avec les syndicats. Et puis, une liste infinie de rendez-vous qui vont continuer quand je reviendrai en août. On prépare la visite du ministre Darmanin qu'il a annoncé à Mayotte, donc on n'est pas la date. Et moi, comme je rentre avec les doléances et les attentes des électeurs et des acteurs qui connaissent l'écosystème. Je vais vous dire, c'est des choses simples. Je rencontre le commissaire divisionnaire qui est responsable de la police nationale à Mayotte. Et je suis dans la barre, je rencontre un Mahorais qui m'explique qu'on a besoin de pouvoir passer les concours à Mayotte pour pouvoir commencer notre carrière à Mayotte. Voilà, moi je reçois le plus d'informations possible. C'était une rencontre comme ça d'opportunité. Et j'écoute, c'est mon travail et je suis très heureuse de pouvoir faire ça, mais c'est vrai que c'est intense. C'est prenant. C'est prenant et c'est normal. Notre île a beaucoup de défis, beaucoup d'attentes. Moi, j'en suis consciente. Et c'est motivant. Il y a des tonnes de messages très touchants sur le live qui arrive. Courage, notre député. On croit, on a confiance en vous. Notre député avec plein de petits cœurs. Je trouve ça très mignon. J'avais envie de le partager avec vous. J'ai la chance d'avoir des soutiens qui sont d'abord très affectueux et qui me font confiance. Et c'est important parce que la mission est dure, mais en fait, c'est cette confiance et la volonté des Mahoraises et des Mahorais derrière moi que moi j'amène dans l'hémicycle. C'est ça qui donne le feu. Moi, quand j'arrive à Paris, on y va. Et vous êtes comme ça naturellement. Oui, mais au carré avec les soutiens, parce que je lis les messages, on communique beaucoup sur Facebook. Et en fait, c'est important parce que ça motive et puis ça confirme. Moi, dans les orientations, je partage. J'ai l'air d'avoir beaucoup de certitudes, mais en fait, c'est pas que je doute, mais j'interroge beaucoup mes choix, etc. Et donc, d'avoir la confirmation quand je les explique. Et en plus, on a sur Internet la chance d'avoir des rapports qui sont assez directs. Donc, quand les gens sont pas d'accord, ils le disent aussi. Il y a beaucoup de remarques qui sont souvent constructives et ça permet d'affiner et d'ajuster. C'est un peu, on en avait discuté pendant la campagne. Mais ça me permet, moi, aujourd'hui, dans ma mission de députée, de comprendre. Et effectivement, là, ça va très, très vite. Ça fait moins d'1 mois que je suis élue.
Et ces messages de soutien, je suis épuisée. Et d'avoir ces messages de soutien, ça redonne la pêche. Oui, parce que c'est pas de mal à veille que vous allez être en vacances. Non, non, il n'y a pas de vacances tout de suite. Là. Et puis, Estelle, on est quand même dans une période charnière pour Mayotte et il faut l'avoir bien en tête. On pense à l'inflation, on pense à tout ça, mais vous avez choisi de siéger dans la commission des affaires étrangères. Bon, en même temps, c'est pas une surprise, c'était des choses que vous aviez dites avant même d'être élu. Il y a une question qui nous taraude. Pendant toute la campagne et même avant la campagne, quand vous étiez présidente, vous étiez très dure à l'endroit de l'Union des Comores. En siégeant dans cette commission, quelle va être votre position politique par rapport à la relation France-Comores? Moi, je n'ai pas changé de position. C'est pour ça que mes électeurs m'ont élu. Il faut revoir la relation entre la France et les Comores. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça dysfonctionne. C'est un État qu'on perfuse, l'État comorien, et qui est en train de nous envahir, qui utilise l'arme démographique, comme le font Poutine et le président biélorusse avec la crise en Ukraine. On laisse, ou l'a fait le président turc avec les migrants qui arrivaient du Moyen-Orient, on utilise l'arme démographique, l'arme migratoire pour peser sur les décisions de l'Europe ou de Paris. C'est exactement ce que fait le président Azali, avec un chantage aux migrants, avec une revendication de souveraineté qui n'a pas bougé d'une virgule. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, Mahorais, on ne se défendrait pas. Et effectivement, c'est une question diplomatique importante. C'est une question de défense. Si j'avais pu, j'aurais aussi siégé à la commission de défense. La commission des affaires étrangères va auditionner le chef d'état-major des armées dans quelques jours à Paris. Et je lui poserai j'y serai. Et la question que je lui poserai, moi je sais que je lui poserai la question de souveraineté qui se pose à Mayotte. La non-protection de nos frontières nous met tous en danger et c'est une question de souveraineté. Donc la porosité des frontières, alors qu'on n'est pas très loin du canal du Mozambique, enfin du Mozambique et de Cabo Delgado avec l'emprise qu'a Daesh là-bas, ça pose question. Et donc pour notre sécurité, et c'est la mission de défense du chef d'état-major, donc je poserai cette question-là. Moi, j'ai pas de... moi, je suis claire, je suis sans concession, parce que je pense que la question de la relation franco-comorienne, Mayotte en est l'otage actuellement. Et donc il faut que Paris se souvienne que Mayotte est française, a fait ce choix depuis 1841, et que la mission de la nation, c'est de nous protéger. Ce n'est pas de ménager un pseudo-allié qui en fait a un comportement hostile envers une partie du territoire national. En plus, là, quand même, on a appris que Moroni avait l'ambition de faire concurrence à Mayotte pour les Jeux des îles. C'est une provocation. Donc, oui, mais enfin, c'est inadmissible. Enfin, c'est inadmissible et il va falloir que Paris tape du poing sur la table et finance et défende le dossier de Mayotte. Parce que, comment dire, le conseil départemental attend le financement de l'État pour l'accompagnement pour pouvoir organiser ces Jeux. Et il faut que non seulement Paris finance nos Jeux des îles, mais aussi défendre notre candidature. Je rappelle quand même que la Commission de l'océan Indien, c'est quand même financé par Paris. Donc si il venait par hasard à ce qu'il y ait l'ombre du début d'une idée de jeu commun organisé entre les Comores et Mayotte, ou un espèce de plan qui serait pas très digeste, qui prendrait naissance dans l'esprit de certains diplomates, là je dis que c'est pas possible. Je le dis tout de suite pour qu'on tue dans l'œuf l'ombre du début d'une petite idée comme ça. Parce que je redoute ce type... Vous avez déjà entendu des bruits? Non, mais je redoute ce type de... Moi, j'ai du mal à croire que Moroni se lève le matin simplement comme ça. Donc, je redoute ce type de construction alambiquée, de pseudo-rapprochement. Sous couvert des Jeux, on va nous faire avaler qu'il faut travailler ensemble. Mayotte est en retard. Enfin, je ne sais pas. Ma nature paranoïaquement raisonnée me fait craindre. Je trouve que c'est une candidature qui augure mal d'un renouvellement apaisé des relations avec les Comores. Ça tend vers le bras de fer. La situation internationale fait que les Comores se sentent certainement en position de force pour renégocier l'accord de coopération avec Paris. Les relations avec la Russie comme la Chine sont beaucoup moins bonnes. Aujourd'hui, la dette comorienne, elle est détenue par la Chine.
Donc voilà, je pense que toujours Moroni est très habile dans ses relations avec Paris et que nous, on doit comme toujours être vigilants. Estelle Youssouffa, Gérald Darmanin, la semaine dernière, vendredi et samedi, était chez nos voisins, réunionnais. À plusieurs reprises, il a parlé de Mayotte pendant ces 48 heures de voyage officiel. On a le sentiment qu'il remet la loi Mayotte peut-être sur les fonds baptismaux pour peut-être en faire une nouvelle mouture. Quelle sera votre position politique par rapport à ce texte, si tant est qu'il le remette sur l'ouvrage? Ah non, moi je confirme, j'ai eu, le discours de la Première ministre Elisabeth Borne a clairement remis sur la table la question de la différenciation, d'une réponse territoire par territoire, de toilettage institutionnel, mais pour la plupart des territoires, les Corses en particulier. Elle a fait allusion au territoire d'outre-mer aussi. Donc, mes échanges avec les conseillers outre-mer de Madame Borne et du président Macron sont allés systématiquement de la part des conseillers sur une rediscussion institutionnelle à Mayotte, de remettre la loi Mayotte sur la table. Et quand, moi j'avais dit au ministre délégué Carenco que le voyage à La Réunion, Mayotte était survolé. Je l'avais tout de suite dit à ma première rencontre avec M. Carenco, qui allait partir à La Réunion. Je lui ai dit en passant, et vous survolez une nouvelle fois Mayotte. Et il l'avait remarqué, et donc je pense que c'est aussi ce qui fait qu'il l'avait noté, il m'avait dit, c'est-à-dire, j'ai dit, pour aller à La Réunion, vous survolez Mayotte. Exactement, c'est géographique. C'est une nouvelle fois quelque chose qu'on ne vit pas très bien à Mayotte, mais je suis sûre que vous l'avez noté. Et donc je pense que c'est ce qui a participé à la décision de venir rapidement à Mayotte, parce que j'avais fait savoir qu'on ne le vivait pas très bien. On ne connaît pas la date de la visite du ministre Darmanin. Hier, j'ai pu m'entretenir avec le préfet pendant 2 heures. La loi Mayotte sera remise sur la table. Alors, ce sera et en une fait, loi il faut savoir, est-ce que c'est... non, parce qu'a priori, on revient sur des questions institutionnelles. Le préfet... Mais ça a rejoint ce que j'avais entendu avec les conseillers de l'Élysée. Il s'agit de renouer un dialogue politique, puisqu'il a été interrompu avec le rejet unanime de la loi Mayotte. Est-ce qu'il y a un changement de méthode? Je ne sais pas. Est-ce que l'approche sera différente avec M. Darmanin et M. Carenco? On verra. Nous, on reste... c'est l'initiative du gouvernement. Donc on verra. Est-ce que le conseil départemental, comme le président n'est pas là, j'ai pas pu avoir cet échange avec lui, je l'ai eu avec son directeur de cabinet. Moi, je pense qu'il faut que Mayotte fasse des propositions, exprime ses attentes, soit claire. Mais tout ça, ça avait déjà été fait, Estelle Youssouffa. Il y avait déjà eu au moment de la préparation de la première mouture, les élus mahorais avaient... travailler. Il y a au moins 2 copies qui ont été remises, celle des collectivités locales par le président de l'association des maires et celle du conseil départemental. Mais le compte n'y était pas, puisque les copies ont été remises, mais le texte qui a été envoyé par le gouvernement ne correspondait pas aux attentes de Mayotte. Donc le sujet, une des critiques avait été de dire qu'il n'y avait pas eu du travail d'aller-retour avant que le texte soit rendu public. Oui. Est-ce qu'il y aura un changement de méthode? C'est pour ça que c'est important de rencontrer le ministre Darmanin et le ministre délégué Carenco pour savoir comment est-ce qu'ils envisagent cette discussion. Est-ce que Mayotte souhaite avoir cette discussion? Moi, je ne peux pas me prononcer à la place du conseil départemental puisque c'est eux qui seront consultés. Moi, je ferai partie des discussions, mais je ne serai pas la seule. Estelle Youssouffa, vous êtes pour ou contre une loi programme? Parce que comment parler de la convergence sociale, retraite, prestations sociales, au centre du sujet, sans parler des moyens? Or, une loi programme permet de mobiliser les moyens financiers pour aller au bout de la stratégie politique. Est-ce qu'on peut, à Mayotte, avoir une loi sans l'argent? Le gouvernement veut la loi Mayotte. Et d'un autre côté, renégocier le plan de convergence et de transition écologique. Le plan de convergence. Donc le plan de convergence qui mobilise les fonds et l'aspect politique sont dans 2 textes, dans deux corps différents. Moi, je prends note
on verra de ce qui sera proposé par le ministre Darmanin. Je pense qu'il faut... Ça c'est peut-être la base effectivement de la discussion. Il faut qu'il y ait un dialogue qui reprenne entre Mayotte et Paris. Moi, je suis de bonne volonté. Le ministère l'a noté, donc je pense que je rencontrerai les ministres rapidement. Mais on a besoin, nous, d'avancées concrètes parce que ces questions institutionnelles, elles ne répondent pas à nos préoccupations immédiates. Nos préoccupations immédiates à Mayotte, c'est la violence qu'on subit, c'est la cherté de la vie, c'est l'absence d'infrastructures. Donc, à un moment, moi j'ai été claire aussi avec mes interlocuteurs, ces questions statutaires, ces questions institutionnelles sont très très loin de nos préoccupations à nous. Au quotidien, c'est pas assez de routes, la piste longue qui n'a toujours pas commencé, c'est la cherté de la vie qui est insupportable, c'est une violence quotidienne qui se banalise et qui est en train de tous nous traumatiser, de faire fermer des commerces, de chasser des infirmières et des professeurs et de complètement faire fuir des familles entières qui vont maintenant s'installer à La Réunion ou en métropole pour la scolarité de leurs enfants. Avec des jeunes qui baignent dans un climat de violence qui est malsain. Donc à un moment, autant ces questions institutionnelles semblent, j'allais dire obsessionnelles à Paris, autant pour nous, j'allais vous dire citoyens basiques, et moi je porte la voix de la population, on est loin de ça. C'est pas ça qu'il nous faut. Voilà, c'est pas l'urgence. Mais je suis pas décisionnaire. C'est-à-dire que je porte ce message à Paris. Est-ce que je serai entendue? Est-ce que mes collègues au conseil départemental, les élus, feront écho à ce que je défends? Je ne le sais pas non plus. Nous, on doit aussi s'interroger à Mayotte sur ce qu'on souhaite. C'est pas évident. Il y a des tendances politiques différentes et c'est normal. Et on n'a pas tous la même position. Il y a quand même un sujet sur le conseil départemental et les attributions de régions qu'on n'exerce pas. Donc il y a des vrais sujets quand même qui sont posés sur les questions institutionnelles. Et voilà, on va voir comment on s'en sort. Alors, Essaïe Youssoufa, avant qu'on parle du coût de la vie, oui. Vous l'avez dit, c'est essentiel. Et effectivement, avec le coût de la vie, il y a le fret maritime. Mais 11 000 naissances, quand on fait le lien avec l'insécurité, le nombre de populations qui vit sur notre territoire, comment on peut raisonnablement imaginer se développer demain avec 11 000 naissances? Je pense que sur le fond, pour revenir à ce qu'on évoquait là précédemment, si l'État n'a pas conscience de l'urgence démographique et surtout de l'impératif d'avoir des réponses à la hauteur de nos défis et de l'ambition pour Mayotte, on sera toujours dans un pseudo-rattrapage avec un sous-dimensionnement de l'effort de l'État à Mayotte. Fondamentalement, la discussion avec Mayotte, de Paris, la discussion entre Paris et Mayotte, elle doit changer dans le sens où on doit sortir du gagne petit, on doit sortir de cette idée de rattrapage, on doit reprendre de l'ambition, on doit être dans la construction de l'avenir. Moi, je partage votre diagnostic, on est effectivement dans des années cruciales qui vont déterminer les 20 prochaines années pour Mayotte. Soit on est dans une logique où on n'a toujours pas construit les infrastructures nécessaires pour avoir de l'eau potable à hauteur de l'évolution de la population, et on est avec une puissance publique qui nous dit vous continuerez à avoir des coupures, il faut vivre avec, et là je dis c'est pas admissible. On est d'accord. Soit on est avec une logique de se dire la bataille est déjà perdue, on a perdu la guerre, donc en fait on va colmater les brèches. Moi c'est pas le message que je porte, et je pense que c'est important à Paris de comprendre l'importance stratégique de Mayotte, les atouts dont nous disposons, et que sur un territoire aussi petit, ce ne sont pas des investissements colossaux, c'est des investissements bien faits, c'est des investissements intelligents qui nous permettront d'avancer. Mais il y a des fondamentaux. Il y a des fondamentaux. On ne peut pas avancer si on n'a pas les bonnes infrastructures. On ne peut pas avancer si on n'a pas d'eau. On ne peut pas avancer si on n'a pas la sécurité. Ça veut dire des moyens. Ça veut dire investir, rattraper le retard d'investissement qu'il n'y a pas eu à Mayotte. Et la demande et notre attente est légitime. Que ce soit pour le pont de Zoumonier,
que ce soit pour la piste longue, que ce soit pour les routes. Ce qu'on attend à Mayotte n'est pas sorcier, n'est pas exorbitant. Et donc, à un moment, il faut que Paris entende et Paris s'aligne sur ce que Mayotte souhaite normalement. Je le répète, on ne demande pas plus que d'autres territoires. On est français depuis 1841, c'est quand même anormal quand on voit l'état de notre territoire de se dire qu'on est encore en train de débattre de l'opportunité d'avoir assez d'eau. Mais Estelle, c'est parce que nos élus, par le passé, n'ont pas su faire le job. Pourquoi on en est encore dans cette situation-là? Parce que ce que vous dites, c'est pertinent et c'est criant de vérité. Mais pourquoi on n'a jamais fait ce travail-là? Pourquoi personne n'est allé frapper aux bonnes portes pour dire maintenant il y en a marre les gars, on se met au boulot. Nous, c'est pas des pourcentages de moins ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est pareil et plus. Pourquoi on ne le fait pas ce boulot-là? Moi, je pense pas que mes amis, mes camarades élus fassent moins. Je pense qu'on doit revoir notre méthode. Je pense que c'est aussi l'attente des électeurs quand ils m'ont élu. Moi, j'incarne un changement et les gens c'est aussi ce qui a fait qu'ils m'ont porté à l'Assemblée nationale. Et j'espère que le changement de ton sera, aura un écho auprès des autres élus. Le sujet, c'est que moi, je peux changer de ton. Il faut qu'il y ait de l'écoute à Paris. On est d'accord. C'est ça le sujet. C'est un dialogue. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment d'écoute? On est qu'au tout début du deuxième mandat du président Macron. On est à quelques semaines du nouveau gouvernement. Moi, je donne le crédit à ce gouvernement et au Macron 2 de donner des gages concrets à Mayotte qui a une compréhension de nos demandes et une écoute. Alors, voilà, nous, on est sur du concret. Moi, je n'ai pas la patience des longs discours. Je ne pense pas que Mayotte ait le temps à perdre sur des longs débats stériles, ni l'autopsie de ce qui s'est passé avant. C'est de regarder pour maintenant et demain. Alors justement, pour maintenant et demain, une de nos réalités épouvantables, c'est la hausse des prix. On est à 6,2% d'inflation depuis le début de l'année. C'est factuel, ce sont les observatoires des prix de l'INSEE qui le précisent. On va passer le mois prochain les 2 € du prix au litre du carburant. C'est pareil, il n'y a pas de possibilité, sauf grandes annonces, qu'on y échappe. Les bateaux en mer, le fret maritime, c'est une catastrophe. Un bateau qui attend 12 jours en mer avant de pouvoir accoster pour être déchargé. Il est bien évident que le voyage d'après, il réfléchit avant de venir à Mayotte. Donc on est en cascade permanente d'augmentation des prix, puisque quand les conteneurs arrivent, on met le contenu à la poubelle. Il faut bien que les importateurs se récupèrent sur le conteneur d'après. Comment on fait, Estelle, pour lutter contre l'augmentation des prix qu'on subit déjà et qui apparaît comme étant, dans les prochains mois, potentiellement encore pire? Alors, effectivement, on n'est pas sur une trajectoire mondiale de baisse de l'inflation, de la hausse des prix. Là, on n'y va pas. Les signaux sont au rouge. Il y a même des risques de récession sur la zone euro. Donc, c'est quand même, on est en état d'alerte au niveau économique et social. Moi, ce que je défends et ce que j'examine avec mon équipe, c'est dans la loi pouvoir d'achat que le gouvernement vient de nous présenter. On est mercredi. On a reçu le texte samedi dans l'après-midi. Donc à partir de vendredi, et puis on commence à travailler dessus depuis samedi, on doit trouver ce qui s'applique chez nous à Mayotte. La discussion avec le préfet hier, c'était effectivement sur le carburant. Voir est-ce qu'il faut demander au ministère de l'économie un effort supplémentaire pour Mayotte, compte tenu de la situation de pauvreté de notre territoire. Je ne suis pas certaine que l'approche de l'État qui fait porter au conseil départemental un effort ou aux autres collectivités locales plus d'efforts pour baisser le coût de la vie, je ne suis pas sûre que Mayotte puisse se le permettre. Nos collectivités locales ne sont pas dans une santé financière folle. Elles sont exsangues. Donc ça va être difficile d'attendre de Mayotte le même effort que ce qu'a fait par exemple le conseil départemental et le conseil régional à La Réunion. Sur le gaz. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le fond de la discussion, c'est qui va payer. Oui. Si c'est pas le client, le consommateur, ce sera le contribuable. Et si c'est le contribuable, c'est l'État, c'est le département ou c'est la mairie. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va mettre la main à la poche. Donc à un moment, il faut comprendre
à qui on fait porter l'effort. C'est l'objet de la discussion aussi avec l'État. Et comment est-ce qu'on arrive à ce que nous, ça a un impact. Le panier de produits de base le fameux BQP, le fameux BQP, les acronymes qui n'ont aucun sens. Le bouclier qualité-prix. Le bouclier, enfin le panier de base dont le prix est figé. Oui. À La Réunion, c'est environ plus de 200 produits, 200 ou 300 produits. À Mayotte, c'est un panier qui est beaucoup plus petit. 77. Donc il faut voir, est-ce qu'il faut l'élargir? Comment est-ce qu'on est, nous, capable d'avoir des prix de base, de produits de base qui soient vraiment figés. Les discussions sont en cours avec le préfet et les importateurs et les distributeurs à Mayotte. Et c'est un vrai sujet parce qu'en fait, on n'est pas assez protégé sur un territoire très pauvre. Il y a quand même des prix assez ahurissant. Moi, je fais toujours mes courses. C'est toujours un choc quand on fait à La Réunion, il est négocié. Il y a un organisme qui s'appelle OPMR qui négocie avec les distributeurs et qui les contraint à baisser les prix. Nous, ici, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que les distributeurs disent, bah voilà, le kilo de riz, c'est tant. Et puis voilà, enfin, il n'y a pas de... C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On va voir ce que le gouvernement, si le gouvernement va au bout de ses déclarations. Le gouvernement comprend qu'il y a une pression sociale qui est forte sur tout le pays. Hein. Oui. C'est pas spécifique à ce qui se passe à Mayotte. Hein. C'est vraiment la crise sociale, elle est à fleur sur tout le pays. Bien sûr. Donc le gouvernement dit avoir pris conscience de la crise qui est naissante et s'est engagé avec le ministre Darmanin et le ministre Caranco à travailler sur les prix spécifiquement pour l'outre-mer, puisqu'ils sont partout en outre-mer plus chers que dans l'Hexagone. Et donc, de voir, moi je suis concrète, je demande à voir qu'est-ce qui va se passer pour Mayotte et est-ce qu'on sera suffisamment protégés, nous consommateurs, par rapport aux prix, aux variations qui ont quand même une certaine tendance à suivre les besoins. Quand il y a le ramadan, les prix augmentent, quand il y a les fêtes, ça augmente. Enfin, il y a des fluctuations qui sont quand même un peu... opportuniste. Voilà, je vous laisse le choix de l'adjectif, mais qui nous interrogent tous et qui donc font qu'il y a des sujets sur les ententes, parce que c'est un marché très petit, Mayotte. Est-ce qu'il y a des ententes et ça, en fait, à un moment, l'État doit jouer son rôle, ça c'est sûr. Estelle Youssoufa, un député comme vous, quel peut être son rôle sur l'imbroglio du fret maritime à Mayotte? Les prix, les routes, tout est un problème en réalité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tenter, je ne dis pas de revenir à la normale, parce que c'est peut-être même un rêve devenu irréaliste, mais au moins que ça redevienne réel? Je pense que la question des prix pour les containers, ce n'est pas du tout qu'un sujet local. Oui. C'est vraiment un sujet sur les routes maritimes mondiales qui ont été complètement perturbées avec le Covid. Mais si vous voulez, là où à un moment il faut qu'on soit concret, c'est que les profits des grandes compagnies maritimes ont explosé post-Covid, si on estime qu'on est post-Covid. Et voilà, ça a un impact quand même douloureux sur les coûts pour l'outre-mer. Donc, soit l'État s'en empare, soit, on subit et on va vers une explosion sociale. Moi, je reviens, c'est pas la députation qui peut avoir ce dialogue avec CMA-CGM ou les autres transporteurs. MSC, par contre, MSC, voilà. Mais par contre, on a bien compris que le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer ont compris qu'il y avait un gros sujet, parce qu'en fait, on n'est pas du tout les seuls à subir ça. Je pense qu'il faut vraiment remettre un peu le curseur vers l'acceptable et le normal, parce que là, ça devient l'asphyxie totale pour les territoires qui sont dépendants comme nous du fret. Je pense malheureusement que sur le prix du container, ce n'est pas juste les compagnies maritimes, c'est aussi le prix du pétrole et du gaz. Et comme ça a augmenté, il y a toujours plein d'explications pour nous dire qu'au final, on va payer. En fait, on ne peut plus. On ne peut plus. Là, la hausse des prix, elle est plus tolérable. Donc, on va vers une paralysie de notre économie. Donc, il faut qu'on puisse avoir des réponses. Et effectivement, moi, je porte ce message d'urgence sociale
pour Mayotte et pour les autres territoires. Et dans mon groupe, le fait d'avoir des Antillais, Saint-Pierre-et-Miquelon ou l'Écorce, on est plus nombreux à pouvoir porter cette question de l'insularité. Voilà, la question de l'insularité, la question de l'éloignement, la question des monopoles ou des duopoles sur les territoires, les petits territoires. Donc on a cette capacité d'en discuter ensemble. Après, moi, je voulais quand même parler du pont de Dzoumogné parce que là, actuellement, je ne sais plus quelle heure il est. Il est l'heure de se dire presque bonne journée. Il est l'heure, mais en fait, les ingénieurs du Centre national des ponts de secours arrivent à l'instant à Mayotte. Oui. Toute mon équipe, on a travaillé depuis le barrage du pont de Dzoumogné en appelant tous les jours ce centre national qui a construit le pont de Dzoumogné. Donc, c'est eux qui ont été les artisans de ce pont. On les a appelés au secours. Ils arrivent là à l'instant. Oui, ils arrivent à l'instant à Mayotte pour examiner et offrir une réponse d'urgence. Moi, j'ai insisté sur le fait que ça ne devait pas empêcher les travaux de déviation qui ont été obtenus par Madame Ramlati, mais qu'il fallait remplacer le pont de Dzoumogné avant la saison des pluies. Ça veut dire qu'il y a urgence. J'espère que comment dire, cette arrivée des ingénieurs ne va pas être que de l'annonce, qu'on aura des réponses rapides et si le ministre Darmanin vient, qu'il aura aussi des réponses positives pour le pont de Dzoumogné. Pour moi, c'est important. Oui, c'est vital pour le Nord, parce qu'avec la RD1 effondrée, c'est vital pour le Nord. Voilà, hein. C'est vital pour le Nord. Et puis, ce serait un signe positif pour Mayotte de prendre en compte avec des infrastructures modernes et à hauteur de nos besoins, un signal que le gouvernement entend Mayotte. Moi, je pense que ce serait vraiment positif si le ministre Darmanin, qui a promis une visite en août, mais si les services de l'État répondent de manière efficace et rapide à cette crise. Dzoumogné, en fait, c'est un symbole des difficultés. C'est un tronçon qui appartient à l'État, qui est vieillissant. Il n'y a pas eu d'investissement. Il y a eu beaucoup de promesses. Et ça ne s'est jamais matérialisé. Ouais. Et donc là, on est en situation, on a une page blanche. On a tourné une page avec le président Macron et un nouveau gouvernement. Bah là, on a des gages à donner et nous, on est au travail. Merci beaucoup, Estelle Youssoufa. Merci. Vous nous donnez rapidement des nouvelles ? Bah oui, évidemment. Merci à vous. Sociaux. Merci sur Cauzy. Et puis vous venez ? Bien sûr. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.